Si vous avez besoin de connecter vos téléphones, vos ordinateurs ou autre, pas de souci. Tout le monde a noté ? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Aurélien, je travaille à The Shift Project depuis septembre dernier dans le cadre d'un stage et j'ai eu l'occasion de travailler sur le système énergétique et les scénarios énergétiques en général. Et ça tombe bien, c'est ce qui va nous occuper pendant la prochaine 1h30. Alors, vous le savez peut-être, on a une boîte à scénarios au Shift qui s'appelle le Rojolito, qu'on a présenté lors du dernier séminaire. Je leur dirai 2 mots pour ceux qui ont loupé cette occasion-là. Et on a voulu mettre à l'épreuve, entre guillemets, ce Rojolito en le testant sur 4 trajectoires possibles d'ici 2100 de scénarios énergétiques. Alors, je vais être obligé de passer par quelques aspects méthodologiques, à la fois sur la méthode de construction des scénarios, quel est le paradigme qu'on a pris. On l'a appelé le paradigme des 4 cadrans. Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, je ferai quelques minutes sur le Rojolito, très succinctement, et je présenterai ensuite les résultats. Mais je prends tout de suite une précaution, hein, c'est un travail qui est en cours. On s'est mis dessus vraiment depuis 1 ou 2 mois. Donc ce qui sera vraiment intéressant, c'est pas tant l'exposé que je vais faire de 45 minutes, que les 30 minutes d'échange qui suivront, questions-réponses, remarques et conseils de votre part. Et ils nous seront très précieux pour savoir comment on continuera ce travail. Alors, je commence très brièvement sur la façon dont on a construit ces 4 scénarios, avec cette question ouverte des scénarios pourquoi faire. Donc, on sait que les scénarios sont de plus en plus utilisés par les décideurs économiques ou politiques, publics comme privés, pour guider l'action collective. Et dans la bibliothèque qui existe des scénarios, donc l'Agence internationale de l'énergie, Négawatt, Négatep, etc., il y a souvent des critères communs, des socles, des critères qu'on retrouve toujours, comme quelle est l'évolution de la population, comment évolue mon produit intérieur brut, mes dépenses en capital, là, quels sont les investissements nécessaires dans les infrastructures, comment ça se passe en termes d'emploi, et souvent il y a des prix, comment évoluent les prix, etc., etc. Souvent, avec ces paramètres qui sont très quantitatifs, on a ce qu'on appelle des narratifs qui décrivent des objets qui se décrivent plutôt de façon qualitative, comme comment s'organise la ville, est-ce qu'on a affaire à un étalement urbain ou au contraire de l'habitat déconcentré, un retour à la campagne, etc., etc. Dans l'élaboration de nos scénarios, on a voulu mettre ces paramètres économico-physiques, on va dire, qui sont quantitatifs, et les mêler avec les paramètres sociaux plutôt qualitatifs. Donc on met toute une vision de société en amont de la démarche. Alors, des paramètres qualitatifs comme ça, j'en ai dit un, l'urbanisme, l'habitat, il y a aussi le régime alimentaire, le mode de gouvernance, on peut en imaginer toute une myriade. Et il y en a 2 qu'on a retenus comme primordiales, qui sont socio-physiques. Vous allez voir, le premier critère qu'on a retenu, qualitatif et de type social, c'est la capacité des hommes à s'organiser. Est-ce qu'on est dans une société, ça sera les scénarios de gauche, où les hommes s'organisent moins entre eux, société par exemple très individualiste, ou est-ce qu'on sera au contraire dans un monde de droite, où on dira, là il y a une grande capacité des hommes à s'organiser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils partagent tous un sens aigu du bien commun. Donc ils se regroupent dans des entités qui peuvent être supranationales, l'Union européenne ou un gouvernement du monde, imaginons, ou au niveau plus local, dans des conseils de quartier, pour ensemble prendre les décisions collectives. Donc ça, c'est un critère assez flou et très qualitatif qui peut se concrétiser par exemple, un taux d'actualisation qui diminue. Pourquoi? Parce qu'on a le pressentiment que dans un monde très organisé, qui sera le monde de droite, quand il s'agit de faire des investissements lourds en infrastructure, en capital, les décisions collectives vont avoir plus à cœur les aspects futurs. Donc il va y avoir un monde de droite où on ne va pas rechigner à flécher des investissements lourds en capital
mais qui seront rémunérateurs sur le long terme. Typiquement, la rénovation thermique du bâtiment, où il y a un temps de retour sur investissement qui peut faire plusieurs dizaines d'années, il sera proéminent dans le monde de droite. Tandis que dans le monde de gauche, on favorisera les investissements, les capex faibles, et au contraire, on va orienter le mix énergétique, par exemple, sur des coûts opérationnels plutôt. Vous allez voir concrètement comment ça se matérialise. Deuxième axe, lui qui est plus physique, et ça ne va pas vous étonner de la part du shift, on a retenu la contrainte carbone. Alors contrainte carbone double, hein, l'aspect problématique climatique et problématique énergie fossile. Donc le monde en bas, où on ne ressentira, la société, l'organisation sociale ne ressentira pas trop cette contrainte carbone. Non pas qu'elle n'existe pas, hein, il n'est pas question de faire un monde où il y a des fossiles à gogo, mais ça ne sera pas pris en compte dans l'organisation sociale du monde du bas. Par contre, le monde de haut, là, il y aura les impacts forts de cette contrainte carbone. Donc ainsi, deux critères primordiaux pour orienter nos scénarios. On a créé quatre cadrans qui sont autant de mondes possibles pour le monde futur. Donc on les a appelés perte de contrôle, loin des limites, Green New Deal et atterrissage forcé. Donc je donne quelques exemples concrets là, ça reste très flou pour l'instant. Dans perte de contrôle, on est le monde d'en haut, donc pic de ressources fossiles subi, pas du tout anticipé, et impact élevé du changement climatique, je vais y revenir. Le monde en bas à gauche, là, c'est un peu les 30 glorieuses avant le premier pic pétrolier. Le pic fossile semble très loin, donc on n'en tient pas compte dans nos choix de société. Par ailleurs, il n'y a pas d'impact du changement climatique, ou en tout cas, on ne ressent pas le besoin de le prendre en compte dans nos décisions globales. Green New Deal, là, c'est une différence avec le Far From the Limit, c'est que le pic des fossiles a lieu plus tôt, mais comme il est anticipé, grâce à la gouvernance collective, comme on est dans le monde de droite, là on met en place des vecteurs énergétiques de substitution, ce qui fait qu'on amoindrit le coût sur la société de la contrainte carbone. Et par ailleurs, en termes de changement climatique, on met en place une gouvernance mondiale. Pourquoi ? Pour limiter à 500 ppm la concentration de CO2 dans l'atmosphère d'ici 2100. Vous avez sans doute remarqué, les dernières semaines, on a passé récemment les 400 ppm. Voilà. Atterrissage de force, là, la contrainte carbone est forte. Donc par rapport à Green New Deal, on l'a aussi anticipé, mais on n'a pas pu mettre en place tous les vecteurs énergétiques de substitution à temps. Donc il y aura un peu de dégradation de la demande. Impact élevé du changement climatique, voilà. Dans perte de contrôle, on a imaginé qu'il y avait une appropriation artisanale de l'énergie. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Pour schématiser, ça va être des éoliennes en bois dans le jardin, des gens qui vont mettre des bidons peints en noir pour chauffer de l'eau sur leur toit, etc., etc. Un monde où la production énergétique sera très très décentralisée, et je vais y revenir. Par contre, Far From the Limit, je disais, c'est les 30 glorieuses, c'est ressources à gogo, PIB forever. Le monde de droite, donc ça illustre un peu ma flèche bleue, l'importance de croissance du futur. Dans le monde de droite, on va faire des investissements massifs pour électrifier et le système énergétique, et on va mettre en place des réseaux de chaleur. Déconcentration urbaine, alors sobriété subie dans perte de contrôle, tandis que Green New Deal, ça sera le monde de l'efficacité. La technique va nous sauver, on n'a pas besoin de changer nos comportements. Un petit exemple sur la mobilité, on a imaginé une flotte de voitures où il y aurait un tiers d'électrique, un tiers de piles à combustible roulant au hydrogène et un tiers de thermique mais à 2,5 litres au 100. Voilà. Et par opposition, Emergency Landing, c'est la sobriété, mais plus conviviale que dans perte de contrôle. Et ça va se concrétiser par le partage de l'habitat, le partage des modes de déplacement, tout et tout. Voilà, donc on a 4 mondes. J'ai donné déjà quelques éléments de narratif de chacun de ces mondes. Je vais revenir sur perte de contrôle tout de suite, parce que il est amusant de voir à quel point il est chaotique. Hein, et ça illustre parfaitement ce qu'on appelle contrainte carbone CO2, donc le carbone sous sa forme de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'amont du problème carbone, l'aval, pardon. Est-ce qu'il fera seulement plus chaud ? Non, alors c'est pas que ça.
c'est aussi des événements extrêmes, une recrudescence des événements extrêmes, donc là, par type Katrina à la Nouvelle-Orléans. L'acidification des océans. Pourquoi? Parce que environ la moitié de nos émissions de CO2 ne va pas dans l'atmosphère, mais se dissout dans les océans, dans l'eau des océans, ce qui a pour effet de l'acidifier et ainsi de mettre en péril le plancton et les récifs coralliens. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant parce que c'est important pour la base de la chaîne alimentaire des mers, chaîne alimentaire au bout de laquelle il y a la moitié de la population mondiale. Donc dans ce monde-là, c'est ce qui risque de se passer. Par ailleurs, changement des régimes de précipitation, ce qui va faire que probablement certaines régions vont être exposées à la sécheresse, plus moyen d'élever, plus moyen de cultiver, recrudescence des incendies, diffusion de maladies accélérée parce que les petits parasites, là, type les moustiques, vont s'adapter bien plus vite que les hommes au changement climatique et vont migrer, exposant ainsi une nouvelle population humaine à des maladies qu'ils n'avaient pas encore connues. Et ça va faire que ceux qui habitaient dans des conditions dégradées vont vouloir se déplacer et il va y avoir des phénomènes accrus de réfugiés climatiques, ce qui fait que dans ce monde perte de contrôle, on prévoit de gros flux migratoires, pas forcément prédictibles d'ailleurs. On ne sait pas dans quel sens ça va aller, mais il faut avoir ces éléments-là en tête dans l'élaboration de ce scénario. Alors, pour noircir encore le tableau, dans ce monde-là, il y a aussi une contrainte sur le carbone sous forme d'énergie fossile, donc c'est-à-dire la pénurie des stocks, la pénurie, en tout cas le moindre approvisionnement, donc pétrole comme gaz. Donc dans ce monde-là, on va imaginer un pic pétrolier qui est quasiment catastrophique et qui va se concrétiser par, je pense, la destruction du marché mondial du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il y aura une telle concurrence pour aller exploiter les sources, il y aura des phénomènes de fuite sur les réseaux de transport, il y aura des phénomènes de bunkering, les gens vont directement se servir sur les pipelines, des attentats sur les pipelines, donc difficile d'envisager un marché bien régulé du pétrole dans ce monde-là. Ça c'est caricatural, mais ça aide à bien comprendre l'état d'esprit du scénario. On a imaginé qu'il n'y avait plus possibilité d'incinérer les déchets pour en faire de l'électricité renouvelable, parce qu'elle est déclarée comme renouvelable. Pourquoi? Parce que les gens, il n'y a plus de système de collecte de tri. Les gens vont directement jeter dans des décharges sauvages et c'est pas rentable de collecter ces déchets pour en faire de l'électricité. Parce que je rappelle, on est dans le monde de gauche où on n'a pas d'organisation collective du tout. Artisanat et do-it-yourself pour l'énergie, ça se concrétise comment? L'éolienne dans le jardin, ceux qui ont la chance d'habiter près d'une rivière vont pouvoir mettre en place des centrales micro-hydrauliques. Et dans ce monde-là, il y aura des pertes non techniques sur le réseau électrique. Un bel euphémisme pour dire qu'il y aura du raccordage sauvage au réseau électrique. Voilà, ça c'est aussi caricatural, mais globalement dans ce monde-là, on imagine que la consommation énergétique n'est plus du tout ce qu'on se connaît. Donc ça serait la mobilité de perte de contrôle peut-être. Et ça c'est une machine à laver, je ne sais pas si vous voyez bien, un type qui fait tourner son tambour de machine à laver avec un vélo. Donc un monde très réjouissant et par opposition totale, là je vais être plus rapide, Far from the Limit, ressources à gogo, PIB forever. Étalement urbain, mobilité jusqu'à 20 000 km par véhicule, 500 véhicules pour 1000 personnes dans le monde, taux d'équipement électroménager qui va exploser, entraînant l'accumulation des déchets, et un mix, un bouquet électrique qui va se tourner de plus en plus vers le gaz, car il y a moins de dépenses en capital, c'est des coûts qui sont très opérationnels, la turbine à gaz. Donc on va évincer dans ce scénario-là le nucléaire dans le bouquet électrique et en partie le charbon au profit du gaz. Green New Deal, c'est un peu la société du PIB vert. Alors là, la transition est importante dans le titre. En termes de contraintes carbone, dans Loin des limites, on n'a même pas peur du pic fossile et du changement climatique. Et dans Green New Deal, on a même pas mal, parce qu'on l'a appréhendé, on a mis en place les bonnes actions. Donc, quelles actions? Par exemple, la CCS, la capture et stockage du carbone. Donc, on va faire du charbon propre, entre guillemets. On va équiper toutes les centrales thermoélectriques, thermiques à flamme, avec ce système de captage du CO2. On va faire des écoquartiers, des bâtiments à énergie positive, etc. Des agrocarburants pour substituer au pétrole qui ne sera plus là.
Beaucoup d'efficacité dans ce monde-là, A++. J'en ai parlé, la mobilité gaz, élec et thermique très très économe. Et enfin, des investissements massifs et guidés de façon efficiente dans le réseau électrique pour avoir de plus en plus, intégré de mieux en mieux les solutions de stockage et les électrogènes intermittentes. Voilà. Donc globalement, dans ce monde-là, on fait tout comme avant, mais de façon verte. La technique vient nous sauver, on a beaucoup d'efficacité, on a été caricatural dans les efficacités de ce scénario-là. Par opposition, emergency landing, là, on va avoir recours à de l'écrêtage de la demande, on détruit de la demande parce qu'il ne suffit pas seulement de changer la technique, mais il faut mettre en place aussi des changements comportementaux. C'est ce qu'on a imaginé dans ce monde-là, où là, on diversifie le bouquet des énergies liquides en faisant autre chose que des agrocarburants et comme il n'y a plus de pétrole, on va faire du XTL, où X peut être le charbon ou le gaz. Donc en gros, on va faire, pour schématiser, on va faire des carburants avec du charbon et du gaz et aussi des agrocarburants. On fait de la CCS aussi, mais moins, parce que c'est surtout le levier sobriété qui va être activé. Comment? Avec des territoires plus résilients. Je disais tout à l'heure que quand on parlait du critère, le premier critère que j'ai présenté, capacité des hommes à s'organiser, on disait que ça peut être à travers une gouvernance supranationale, donc ça c'est plutôt le cas de Green New Deal. Là, on a imaginé des collectifs qui se créent dans des quartiers ou dans les villes. Donc c'est un peu l'idée des villes en transition, un mouvement qui a été lancé en Angleterre, des villes qui tentent de s'émanciper de la contrainte carbone en limitant leur approvisionnement en pétrole, en sortant quasiment, pour valoriser leurs ressources locales. Voilà, donc de la sobriété, mais plus conviviale que dans Loss of Control, avec partage de voitures, partage d'équipements, etc., etc. Ça, c'est un petite image pour symboliser le troc. Voilà, donc intéressant de voir qu'un objet physique, comme la voiture, va se décliner de façon différente à travers chaque cadran. Donc voilà les quatre mondes qu'on va modéliser grâce à notre machine à scénario. Perte de contrôle, loin des limites, atterrissage forcé et Green New Deal. Voilà, donc sans rentrer dans des considérations trop technico-techniques, je vais refaire quelques minutes sur notre boîte à outils à scénario, le Rojolito. Alors le Rojolito, c'est c'est 4 fichiers Excel, c'est transparent et c'est une modélisation explicite et physique et schizophrénique du système énergétique. Alors j'entends par système énergétique tous les flux d'électricité, de chaleur, de pétrole, de gaz et tout ça, enfin tout ce qui est habituellement désigné sous le terme vecteur énergétique, et avec tous les objets physiques qui sont autour, exploitation, conversion, distribution, transport, distribution et consommation. Donc en gros, on va modéliser le nombre de voitures, on va modéliser le nombre de centrales nucléaires, on va modéliser le rendement des raffineries et la courbe d'exploitation du pétrole, par exemple. Je vais donner 4 exemples. Donc la description est physique, pourquoi? Parce qu'on modélise, on parle de terajoules, on parle de térawattheure, on parle de gigawatts, de facteurs de charge, etc. Mais on ne parle pas de prix. Il n'y a pas de bouclage entre offre et demande en termes de prix dans notre modèle. Il n'y a pas de prix du tout, il n'y a pas d'euros, il n'y a pas de dollars. Et j'ai dit pour finir qu'elle était schizophrénique parce qu'on va modéliser l'offre, la conversion et la demande avec des logiques différentes en essayant d'avoir une approche qui reste en silo. Alors comment ça se passe concrètement? Dans le module de demande, là on raisonne à partir des acteurs de ce milieu-là qui peuvent être les consommateurs, les entreprises ou leurs représentants politiques. On va se poser la question, quels sont nos désirs sociaux, de quel niveau de confort avons-nous besoin? Et on va rentrer dans ce module-là, le nombre de voitures, leur consommation, le nombre de mètres carrés, les consommations de chauffage de ces mètres carrés, etc., etc. On forme ainsi une demande d'énergie finale, c'est-à-dire celle qui est achetée par ceux qui la consomment, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et de l'autre bout, on va avoir la logique des producteurs, où on va fixer le nombre de barils qui seront disponibles à l'humanité, les réserves ultimes de pétrole dans les gisements, et on va assigner une forme à la courbe d'extraction.
Est-ce que c'est une courbe de Hubert symétrique, asymétrique, avec plateau, combien de temps dure le plateau, etc. etc. Et dans ce module-là, on est contraint par des limites physiques. Quel est le nombre de centrales, leur facteur de charge, etc. Pour comparer les deux, entre offre en énergie primaire et demande en énergie finale, on a recours au module de conversion, où là, en gros, on règle l'allocation des vecteurs primaires en vecteurs finaux et quels sont les rendements des filières. Voilà, c'est surtout ces deux questions-là qui intéressent le module de conversion. Grâce à ce module de conversion-là, on peut projeter la demande en énergie finale en vecteurs primaires, c'est-à-dire qu'on convertit de l'électricité, de la chaleur, etc. en pétrole, charbon, gaz, pour la comparer avec l'offre d'énergie primaire. Et si on n'a pas de bol, on voit que les deux ne collent pas. Et c'est ce qu'on va retrouver dans nombre de graphiques. On va retrouver des MES, Missing Energy Supply, ou en français des ratés, des restes à trouver énergétiques. Donc on va voir si dans les 4 scénarios qu'on a imaginés, on a ces MES ou ces ratés. Alors j'ai dit 4, j'ai un petit peu menti parce que vous avez compris qu'il y en a 12 en fait. Il y en a 4 pour le module d'offre, 4 pour le module de demande et 4 pour le module de conversion. Ils sont tous sur le périmètre mondial et tous à horizon 2100. Donc voilà notre boîte à outils à faire des scénarios. On va pouvoir bricoler maintenant. Et je ne vais pas vous présenter tous les résultats. Il y a beaucoup de graphes, beaucoup de tableaux qu'on pourrait commenter. Je vais présenter juste 4 choses et avec 2 approches différentes. Parce que là, on a 4 scénarios et toute une multitude de critères. Donc on peut choisir de présenter un scénario in extenso sur tous les critères. C'est ce que je vais faire pour Far From the Limits, en termes d'offres, de demande, de conversion et de MES. Et je vais aussi faire ça pour Green New Deal. Ces deux scénarios sont particulièrement intéressants avec cette démarche-là. Et deuxième possibilité, présenter un critère, la façon dont il se décline sur les 4 scénarios. Je vais faire ça pour le mix électrique et la voiture. Alors, le premier, qui est pédagogiquement très intéressant, et il va permettre de voir comment se présentent les résultats de Rojolito, c'est Far From the Limits. Voilà, un scénario typiquement d'offres qu'on peut faire avec le Rojolito. Donc là, on a de 1990 jusqu'à aujourd'hui des données historiques et ensuite les projections, les prévisions, horizon 2100. Donc tous les graphiques de scénarios d'offres sont structurés de cette façon-là et de façon générale, on a une charte graphique qui est cohérente. Là, c'est malheureusement avec le contraste du projecteur, on ne voit pas trop. On présentera toujours sous cet ordre-là pétrole, gaz, charbon, nucléaire. La petite couche bleue, c'est les énergies renouvelables strictement, exclusivement électrogènes. Et violette, c'est toutes les ENR autres. Voilà. Donc dans Far From the Limit, on a fait des hypothèses de ressources fossiles élevées. Donc on a quand même un pic pétrolier, mais lointain, au-delà de 2030. On a un pic gazier qui est aussi lointain. Et si on se met dans la logique du milieu de l'offre, s'il y a appauvrissement de l'approvisionnement en pétrole et gaz, qu'est-ce qu'on va taper? On va taper dans le charbon. Voilà. On est dans le monde de gauche, donc on ferme les centrales nucléaires. C'est trop lourd en capitaux. Et la petite courbe bleue, là, elle croît juste au rythme du développement de quelques centrales hydroélectriques. Mais pas plus. Et la courbe violette reste ce qu'elle est. Il n'y a pas raison que ça change dans un sens ou dans l'autre. C'est majoritairement les gens qui vont couper du bois. Voilà. Donc un scénario d'offre typique et à l'aune de Far From the Limit, c'est un scénario d'offre qui explose. Alors pour autant, toute cette offre ne va pas se concrétiser par de la consommation finale. Pourquoi? Parce que le scénario de demande lui-même explose pas autant. Alors là, c'est la façon dont se présentent les scénarios de demande dans Rojolito. Toujours pareil jusqu'à aujourd'hui, des données historiques et ensuite les pronostics structurés en termes d'énergie finale. Donc c'est plus du pétrole, c'est plus du gaz, c'est plus du charbon, c'est de la chaleur, de l'électricité, de l'énergie sous forme solide, liquide ou du gaz. Voilà. Donc grosso modo, dans ce monde-là, j'avais pris une hypothèse de quelques pourcents d'augmentation de la consommation, une allure exponentielle de quelques pourcents par an de la consommation, mais avec de l'efficacité énergétique quand même, on fait du PIB, mais avec moins d'électricité, moins d'énergie, pardon. Alors, comment l'offre et la demande vont se comparer? Pour ça, on a besoin des hypothèses de conversion. Donc, il y en a toute une multitude, mais là, j'en représente qu'une, ça va être le bouquet électrique actuel, situation actuelle.
on voit pas très bien les couleurs, c'est une situation future. Comme je l'ai dit en description du cadran, où on se place là, Far From the Limit, on évince nucléaire, on évince beaucoup de centrales au profit de centrales thermiques à gaz. Mais on garde un peu de charbon et l'hydroélectrique, je vous l'ai dit, dont la production d'énergie, j'ai doublé le parc hydroélectrique dans ce scénario-là. Voilà, donc scénario d'offre, scénario de demande, scénario de conversion. On va traduire la demande en énergie primaire induite grâce au scénario de conversion. Et là, on trouve un raté, hein, on trouve le MES, le fameux MES, qui en fait provient d'une maladaptation de l'allocation. On a beaucoup trop de charbon dans ce monde-là, et on n'a pas orienté les liquides vers le CTL, par exemple le pétrole, enfin le carburant à partir de charbon. Donc on a cette zone assurée qui grandit jusqu'à former un énorme MES horizon 2100. Alors j'explique peut-être un peu l'enveloppe de la courbe là. C'est la demande induite, c'est-à-dire qu'on a pris le scénario de demande et avec le scénario de conversion, on l'a traduit en vecteur primaire. Et les aires colorées en dessous de l'enveloppe, dans ce cas-là, c'est la demande effectivement satisfaite à partir du scénario d'offre dont on dispose. Et il est possible de faire un zoom sur la partie assurée qui correspond à ce qui manque en énergie primaire. Donc là, il y a des petites aberrations du modèle, là, mais je n'ai pas pu les corriger. Il y a du débogage encore à faire. En gros, la grosse part de ce qui manque, c'est sans surprise du pétrole. Voilà. Et il manque du gaz à partir de 2050. Voilà. Donc on a un excès de charbon dans ce cadran-là et un manque de pétrole qui se fait sentir très très tôt. Donc pour ceux qui connaissent un peu les scénarios, là on est dans une optique un petit peu exploratoire du scénario, c'est-à-dire qu'on ne préjuge pas de ce qui va du monde de 2100, c'est-à-dire qu'on se met en 2010, aujourd'hui, on va dire 2013, et on se met en pilote automatique, on fait tout avec de la croissance à gogo, comment ça va évoluer. C'est-à-dire qu'on devine à partir d'un choix initialement fait. Alors que dans Green New Deal, que je vais présenter maintenant, on est plutôt dans une logique normative. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2100, on ne doit pas avoir dépassé les 500 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Quels sont les choix qui vont devoir être faits tout au cours du scénario pour y arriver? On fait en quelque sorte le futur proche en fonction du futur lointain. Alors que dans Exploratoire, on faisait le futur tout court en fonction du choix présent. Alors, comment on fait ces 500 ppm 2100? 3 leviers qu'on va actionner. Le premier, ça va être sur le scénario d'offre. Vous voyez qu'on encadre mieux la consommation, la production de charbon. On ne va pas chercher à croître sans cesse notre production de charbon. On électrifie beaucoup, donc notamment avec le nucléaire et avec les ENR électrogènes. Donc là, il n'y a pas que de l'hydroélectrique comme dans le précédent que j'ai présenté. Il y a du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Et par ailleurs, j'ai dit on avait recours aux agrocarburants. Donc la courbe violette que vous voyez là, c'est l'augmentation des surfaces cultivées au profit des carburants verts entre guillemets. Voilà, donc rien qu'en agissant sur le scénario d'offre, on serait à 650 ppm environ en 2100. On active un deuxième levier qui va être la CCS, la capture et stockage du CO2. On va en gros équiper toutes les centrales thermiques à flamme de ce dispositif-là. Et avec ça, je n'ai pas la courbe à montrer, mais on arrive à 550 ppm en 2100. Et enfin, on perd les derniers 60 ppm, on arrive à 490 ppm avec de l'efficacité de la demande. Donc voilà le graphique final du scénario Green New Deal, où on a une demande en énergie primaire effectivement satisfaite qui diminue, mais pour autant on a un niveau de service et de consommation maintenu pour les usagers finaux, entreprises comme particuliers, parce que tous nos équipements sont de plus en plus efficaces. Voilà, et on a électrifié massivement. Alors le nucléaire, il n'y a que 50% de nucléaire dans le mix électrique, mais on voit que le nucléaire déjà représente une bonne partie de l'énergie primaire. Voilà. Donc là où Far From the Limits était un scénario exploratoire, Green New Deal était un scénario normatif. Et je vais maintenant passer à une description
Une troisième description, un critère sur les 4 cadrans. Donc j'ai choisi le mix électrique. Far from the limits, on l'a déjà présenté. On évince le nucléaire par du gaz et toutes les autres centrales. Green New Deal, 50% de nucléaire et de l'hydroélectrique et de l'intermittent, des PV et éoliens. Emergency Landing, on évince aussi les centrales thermiques. Pourquoi? Parce qu'on cherche à émettre moins de CO2, mais pour autant, on ne va pas jusqu'au niveau de Green New Deal. Là, on actionne le levier de la sobriété et non plus de l'efficacité. On va le voir sur l'exemple de la mobilité, ça va être flagrant. Et perte de contrôle. Là, c'est un graphique qui est même plus significatif parce que dans ce monde-là, toutes les demandes énergétiques s'effondrent et vous imaginez bien qu'il n'y a plus l'appareil statistique qui permet d'avoir les données de 2100 comme il faut bien. Voilà, donc c'est un peu de la propagande. Là, on n'a pas c'est un monde où on imagine difficilement le chaos du système énergétique. Pour autant, on s'est dit qu'on allait faire grossir la part bleue des ENR intermittentes parce que les gens allaient avoir des éoliennes dans leur jardin et du micro-hydroélectrique, pour schématiser. Mais on a fait croître aussi la part du charbon. Pourquoi ? Parce que dans un contexte où le marché du pétrole n'est plus un marché, mais de la concurrence accrue sur les réserves, on s'est dit que les différents pays allaient se tourner vers une ressource fossile qui était disponible de façon plus homogène, le charbon. Voilà. Un autre objet physique qui se décline différemment sur les 4 scénarios, c'est la voiture. Donc là, je vais présenter mes 4 résultats sous cette forme-là. Tout à gauche, la valeur présente en gigatep de ce que consomment les véhicules, les voitures en énergie finale, exprimée en énergie finale, et la valeur de droite, là, à quelle valeur on arrive en 2100. Donc il y a différents facteurs d'évolution. Il y en a un qui va être le même pour tous les scénarios, c'est l'effet démographique. On passe de 7 milliards à 10 milliards d'âmes dans tous nos scénarios. Mais les 4 autres effets là, vont se conjuguer de façon différente selon les cadrans. Donc Far from the Limit, c'est surtout l'équipement qui va jouer massivement dans l'augmentation de la demande en énergie finale pour les voitures. Pourquoi? Parce qu'on passe de 150 véhicules pour 1000 personnes à peu près 500. Par ailleurs, on va conduire plus en moyenne avec ces véhicules, on passe de 15 000 à 20 000 km, mettons. On a actionné un petit peu d'efficacité énergétique en amenant la flotte à 7 litres au 100, là où elle était à 11 litres au 100. Et par contre, on n'a pas du tout électrifié, c'est pas le paradigme de ce scénario-là. Donc une demande en véhicule, en voiture qui explose dans Far from the Limits, alors que dans Green New Deal, là, on fait diminuer la demande finale des voitures. Comment? On garde le même levier démographique et l'effet d'équipement. Donc, comme j'ai dit, on était dans un monde où on gardait le niveau de consommation satisfait de façon générale, mais on actionne de l'efficacité. La distance n'a pas trop évolué. Vous voyez que là, on est passé à une consommation, une efficacité énergétique qui a un effet drastique sur la demande, puisqu'on passe à 2,5 litres au 100 pour les voitures qui restent thermiques. Et enfin, avec celles qui sont électrifiées, on va réduire encore notre demande en énergie. Tandis que dans atterrissage forcé, ce qui se passe là, c'est de la sobriété. Alors déjà, on s'équipe moins en voiture et surtout, on conduit beaucoup moins en distance. On a un peu d'efficacité et un petit levier électrification également. Et la distinction est assez nette là-dessus. Efficacité sur Green New Deal, sobriété sur atterrissage forcé. Enfin, dans perte de contrôle, on ne sait pas ce qui se passe. On a imaginé qu'on gardait nos véhicules 50 ans, on ne pouvait plus en racheter parce que c'est un monde où il n'y aurait pas forcément de constructeurs automobiles. Et au bout de 50 ans, on ne peut plus conduire avec. On a déjà qu'on a enlevé toute la carrosserie pour qu'il soit plus léger. On a un peu débridé les moteurs, on a bidouillé les moteurs. Bon, on a imaginé que dans perte de contrôle, finalement, on se déplaçait plus trop en voiture. Et peut-être en triporteur, je ne sais pas. Voilà, donc il y a selon le cadran des ratés plus ou moins gros, mais le plus fascinant c'est... Ah, j'ai pas précisé, c'était pas...
Voilà, pour être complètement transparent, là je vais jusqu'à 10 dans mon échelle pour Far From The Limits, 10 gigatep, et toutes les autres c'était jusqu'à 5. Voilà, c'est pour ça que la barre de gauche doublait. J'ai changé un peu les échelles, sinon on ne voyait plus rien. Là aussi, il y a un changement d'échelle. Les trois ratés sont hors Far From The Limits, sont tous à la même échelle, mais là on va jusqu'à 35 gigatep pour loin des limites. Mais globalement, sans avoir à faire converger nos scénarios entre eux, on a eu une bonne adéquation entre le monde de la demande et le monde de l'offre pour Emergency Landing et Green New Deal. On a un raté qui est assez faible. Par contre, c'est vraiment dans Far From The Limits là où on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un problème dans ce monde-là, qu'il fallait envisager de faire quelque chose avec ce charbon si pour autant on a envie d'en faire quelque chose et d'arriver à 640 ppm. Voilà, j'ai mis les ppm à titre indicatif. Sans surprise, celui où on est le moins, c'est Green New Deal. Donc, voilou, j'ai été un petit peu rapide, mais tant mieux. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va être à vous de nous dire comment on continue ce travail. On pense qu'on a intérêt à le continuer parce qu'il est enrichissant en termes d'approche. C'est-à-dire qu'on met à l'origine, à l'initiative même de la démarche, à l'origine, on met l'incertitude, on imagine un peu une superposition de 4 mondes quantiques, et plutôt que d'avoir des certitudes faussement prédictives, on a un peu l'intuition qu'intégrer l'incertitude dès le départ va permettre d'y voir plus clair. Et enfin, on a déjà vu sur Green New Deal ou Far From The Limits des enseignements de la méthode. Alors, comment continuer? C'est l'objet des questions-réponses là qui vont nous occuper. Je suis sûr que vos avis, vos questions, vos conseils vont vous être très précieux. Et pour autant, comme c'est un travail en cours, je n'aurai pas forcément la réponse à toutes vos questions, et ce n'est pas forcément le plus important, car comme disait Confucius dans le métro, je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre avant tout les questions. Je vous remercie. Moi, j'ai une première question. Dans le scénario Far From The Limits, tu disais une façon de le comprendre, c'est de dire on est dans les 30 glorieuses, on est donc loin des limites. Donc ça c'est facile à comprendre. Mais Far From The Limits, dans le cas où on va jusqu'en 2100, le fait d'avoir ce scénario différencié des autres, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un scénario dans lequel il y a une hypothèse de ressources ultimes supérieure aux autres. Qu'est-ce qui fait que dans ce scénario et pas dans les autres, on est loin des limites? Je ne vois pas d'autre solution, d'autre explication que finalement on est dans les fourchettes hautes des ressources ultimes et on est dans les hypothèses optimistes également en termes de changement climatique parce que tout ne s'est pas cassé la gueule tout de suite. Concrètement, comment vous l'avez imaginé? Alors sur l'offre strictement ou Non, sur le monde lui-même, enfin par exemple, est-ce que les ressources ultimes sont supérieures dans ce scénario-là par rapport aux autres? Oui. Voilà, donc il y a des hypothèses de cette nature qui sont prises pour les différencier. Alors oui, si on veut donner les chiffres, on est dans le Far From The Limits, on a 600 gigabarils, c'est 6000 pardon. Et il y en a un où il y a 2 fois moins, c'est notamment perte de contrôle. Mais là, on va moins taper dans les ressources fossiles de pétrole, non pas parce qu'elles sont techniquement inaccessibles ou économiquement non viables, mais parce qu'il y a des phénomènes de tension sur le marché, il y a des guerres pour les ressources, on en perd de plus en plus, donc on ne va pas forcément chercher tout le pétrole. Et on a également fait l'hypothèse que le climat n'est pas cassé. Alors, en tout cas, oui, on a fait l'hypothèse que ça n'affectait pas les scénarios, mais qu'en tout cas, les décisions se faisaient comme si on s'en souciait pas du tout. Voilà. Ouais, ok. Question. Est-ce que tu peux remontrer le dernier truc de bilan des 4 scénarios? Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est en énergie primaire, c'est ça? Oui. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que si on regarde non seulement la population, prenons l'échelle 2050, mais je pense que c'est bien effectivement d'avoir pris l'échelle 2100, mais peu importe. Si on prend la population, donc 9 ou 10 milliards d'individus, bon, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des indicateurs qui sont relativement robustes, comme les taux d'urbanisation, tels qu'on les connaît maintenant. Et si on regarde un petit peu ce qu'ils sont, et les projections, alors je ne comprends pas comment on peut
ne pas, par exemple à 2050, se limiter à une... Attends, en bas à gauche, c'est combien vers 2050 on est C'est pas la même échelle, hein, attention. Ouais, c'est ça. Oui. Mais, je ne sais pas, moi, avec les chiffres que je connais, je tombe très facilement à 20-25 gigatep. Je ne vois pas comment on peut faire en dessous. En 2050 ? Ouais. Alors donc là, par exemple, sur le Green New Deal, il y a un plateau. D'ailleurs, cette cassure-là comment dire, pose une question de réalisme. C'est-à-dire, évidemment, il n'y aura jamais de cassure comme ça. Donc, tu vois, ce que je ne vois pas, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas un scénario dans lequel il y aurait de l'ordre de 20 gigatep d'énergie primaire en 2050, et puis peut-être éventuellement un maximum, ça rediminue après, etc. Mais tu vois, en prenant les données actuelles et en les extrapolant, et les taux d'urbanisation, c'est quelque chose de vraiment, c'est un très bon indicateur, parce qu'on ne vit pas dans une ville comme on vit à la campagne, etc. etc. Donc, comment ça se fait qu'on ne retrouve pas ça quoi, dans Alors là, si on regarde l'enveloppe de la courbe, c'est-à-dire la demande énergétique telle que projetée en énergie primaire, en 2050, on est entre 20 et 25. Donc la différence vient du scénario d'offre, en fait. On n'a pas mis en place dans ce scénario-là une offre qui va combler à hauteur de ce que la demande nécessiterait. Donc on est dans la fourchette, mais pour autant, on n'a pas pris le taux d'urbanisation explicitement dans le processus de modélisation. Mais on n'en met pas dans ce cadran-là. Oui, mais dans l'autre cadran, oui. Le cadran où on voudrait être quand même plutôt, on ne parvient pas à satisfaire une demande de ce type, qui pourtant me paraît robuste. C'est ça que je veux dire. Alors oui. Alors là, si on raisonne sur la ville et notamment le chauffage urbain, on a joué à fond sur la carte efficacité des chauffages dans ce monde-là. Donc il faudrait voir comment ça se passe, comment ça se modélise en demande finale. Mais d'ailleurs, j'ai dû la montrer. Je ne sais pas si on était à 25 gigatep. La demande. Je n'ai pas montré le scénario de demande, mais je l'ai dans une diapo, enfin dans une autre présentation. Ah ben non, ça va pas du tout là. On n'est pas du tout à 25 gigatep Ça c'est en finale, ouais. Juste une précision de méthode, hein. Tu as bien compris que ça, c'était juste un engin à faire de la combinatoire. La méthode qui a été présentée par Aurélien, c'est une tentative pour passer d'une combinatoire qui pourrait produire 25 432 possibilités à quelque chose qui se limite à 4, dit autrement avec un esprit général qui associe une contrainte exogène, physique, avec une contrainte endogène, l'envie des hommes de faire des trucs ensemble ou pas, on arrive à décrire 4 univers discriminés. Mais ça peut s'utiliser. Alors ça, c'est le côté, je me projette dans l'avenir avec des évolutions, je tripatouille mes potentiomètres et puis j'arrive à quelque chose. Une fois qu'on sera un peu familiarisé avec l'outil, et en fait, ça répond à la question posée par Aurélien tout à l'heure, qui est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui va surtout être intéressant, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire, je veux faire de l'optimisation sous contrainte, je me donne une contrainte globale de ppm, et surtout, parce que c'est le développement suivant qu'on aimerait faire, je me donne une contrainte économique globale, parce que l'économie qu'on va mettre là-dedans ne sera jamais des prix de l'énergie, on pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'en mettre. Par contre, on va mettre des chroniques d'investissement, c'est-à-dire que chacune des déformations du parc d'objets qui consomment ou d'objets qui transforment de l'énergie primaire, on est capable de mettre des milliards derrière. Si je déploie des centrales comme ceci, je mets des milliards. Si je déploie des mailloles, je mets des milliards. Et si je déploie de l'efficacité énergétique, je mets des milliards. Et là où on veut en arriver dans un deuxième temps, c'est que si j'ai une contrainte globale sur mes stocks, mes ppm et mes milliards, c'est quoi l'arbitrage qui me permet d'aller vers le maximum de demandes satisfaites? Ça va être ça le jeu auquel on va jouer. Donc on va renverser le problème, on se met du côté de la contrainte globale pour l'action et on essaye de voir ce qu'on peut faire de mieux avec ça.
C'est absolument évident que sinon on peut discuter toute la matinée de savoir si finalement la demande souhaitée nous emmène vers 25 gigatep, 20, 18, 42,3. Est-ce que les jeunes urbains veulent conduire, veulent pas conduire, etc. On va en discuter. Et encore, on ne se mettra jamais d'accord de manière évidente sur une trajectoire à défaut de toutes les autres. Ça, c'est encore une fois un engin qui a une vocation et une seule, qui est d'expliciter les contreparties de toute trajectoire qu'on décrit. D'accord ? C'est de l'anti-boîte noire par construction. C'est ça l'idée. J'ai une première question, c'est sur la façon de créer donc des grands cadrans, là, quatre scénarios types. Est-ce que vous avez essayé de lire avec cette grille-là et avec ces outils-là les trois fameux scénarios maintenant que produit l'AIE, dont un ressemble beaucoup, on laisse tout faire, l'autre il est très normatif, enfin, il y a un deuxième qu'on laisse tout faire, mais les pays ont quand même pris des engagements et on applique quand même des politiques qui ont été annoncées. Et puis le troisième qui ressemble quand même à ton scénario green, où il faut qu'on arrive, enfin, il y a un scénario 450 ppm ou je ne sais plus 500 ppm. Est-ce qu'on peut le lire à travers l'outil Rojolito et les rapprocher des scénarios que tu as élaborés, enfin les 4 grilles de scénarios? Est-ce qu'on peut mettre chaque scénario AIE, est-ce qu'on peut le mettre dans une case finalement où il se rapproche pas mal de nos cases? Alors si on peut le faire, je pense que oui. Si je l'ai fait moi, non. Mais oui, c'est une bonne option pour le travail à suivre. Mais si Léo était là, je pense qu'il aurait pu répondre déjà à cette question. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais... Je peux répondre partiellement. La réponse, elle est oui, au sens de, il y a des paramètres qui sont explicitement décrits dans les scénarios AIE ou que tu peux reconstituer à partir de ce qui est décrit dans les scénarios AIE. À ce moment, tu les transformes en série qu'on est capable de traiter dans le tableur. Et pour le reste, il faut faire de l'interpolation. C'est-à-dire que tu es obligé, avec l'esprit général du scénario, de déduire ce que ça veut dire si tu mets en cohérence les paramètres qui ne sont pas décrits dans le scénario, mais qui sont, dont on a besoin, nous, dans cet engin-là. Voilà. Mais dans l'esprit, tu as raison, il y a 3 des 4 scénarios qui sont très proches de trucs que tu vas retrouver ailleurs. C'est-à-dire, tu n'as pas de contraintes sur les stocks et tu n'as pas envie de t'emmerder à faire des efforts collectifs. Tu as des contraintes et tu n'as pas envie de t'emmerder, ou tu as des contraintes et tu as envie de t'y intéresser, quoi. Je pense que la différence qu'on a rajoutée, nous, par rapport aux 3 scénarios de l'AIE, c'est dans la partie contrainte avec effort et contrainte sans effort. Dit autrement, la discrimination entre perte de contrôle et atterrissage forcé est quelque chose qui n'est pas nécessairement explicitement mis dans les scénarios prospectifs des grandes institutions de place, parce que ça revient quelque part à faire une distinction explicite entre le politique qui est capable de courir à la même vitesse que le problème, ou il n'est pas du tout capable, enfin exactement, le problème lui échappe complètement ou lui échappe partiellement. Et dans les 2 cas de figure, ce n'est pas des trucs qui sont très cachers dans ce genre d'endroit. C'est pour rebondir sur ce que dit Jean-Marc Jancovici. Il est clair il me semble que les 4 scénarios sont évidemment pas isoprobables et que 95% de la population est quand même dans l'esprit loin des limites. Et donc, quelle est la crédibilité possible des autres scénarios quand le monde institutionnel voudra les réfuter parce que 95% de la population n'y croit pas? Oui, je préfère. En fait, je répète ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure, moi je ne connaissais pas cette expression, mais je la trouve très bonne. C'est une machine à expliciter notre schizophrénie. Donc, c'est absolument pas gênant que 95% des gens pensent qu'on est dans Loin des limites, parce que Loin des limites, on peut prendre le scénario de demande associé à Loin des limites. On a aujourd'hui 1 milliard de bagnoles, on en veut 4. On a aujourd'hui 40 mètres carrés habitables chauffés par personne au moyen de latitude et on en veut 120, etc. C'est absolument pas un problème de prendre ça. Et après, on colle ça devant le monde politique en disant, bah, vous voyez, pour que ce truc-là marche, il faut qu'on ait au moins tant. Et si en plus, on veut que ce truc-là marche et qu'on n'ait pas plus de 400 ppm dans l'atmosphère, il faut au moins tant de capitaux à mettre sur la table pour faire tout sauf des trucs qui bazardent du CO2 dans l'atmosphère. Puis il faut éventuellement tant de millions d'hectares de terres arables pour faire, etc. Donc c'est une machine à expliciter, c'est l'avantage d'Excel, c'est une machine à expliciter les contreparties.
Et dans l'esprit du shift, ce qui nous intéresse, c'est pas tant, du reste, il n'y a pas beaucoup d'élus dans la salle ce matin, c'est pas tant de parler au monde dit politique, c'est de parler à tous ceux qui ont 2 heures de temps éventuellement pour se mettre derrière une table et discuter, c'est-à-dire les corps intermédiaires, et c'est auprès d'eux qu'on espère que ce genre de raisonnement va prendre, parce que ça leur donnera une boîte, justement, sans prendre le terme boîte à outils, qui en ce moment est un peu dangereux, ça leur donnera une boîte pour être capable de discuter quantitativement la vraisemblance d'une demande souhaitée. Et les contreparties, encore une fois, est-ce que j'y crois, ou est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Et est-ce que c'est vraiment à ça que ça va servir. C'était plus une remarque, donc je la fais tout de suite par rapport à ce qui était dit. Je pense que présupposer que la demande de la population elle est homogène, c'est pas forcément évident, et que la question elle est beaucoup plus du côté du politique, où là on a des difficultés effectivement à avoir des propositions qui se distinguent un peu sur l'échiquier, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les premiers résultats des travaux qui ont été menés samedi dans le cadre de la consultation du débat public, où il y a 1200 personnes qui ont été consultées dans 14 régions. Ça a été mis en ligne sur le site du ministère, et c'est aujourd'hui que Delphine Bateau va communiquer dessus notamment. Parmi les différents retours qu'on voit, en fait, c'est que toutes les questions sur lesquelles il y a des choses a priori qui ne sont pas si consensuelles que ça, ou dans les réponses on a sobriété comme terme qui apparaissent, on a des taux de réponse assez significativement élevés là-dessus, et on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, quoi, et que le modèle consumériste on va avoir toujours plus, on va toujours plus se gaver, en tout cas dans des pays industrialisés comme la France, il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger, quoi. Ça a été mis en ligne sur le site du ministère, c'est disponible depuis hier. Et je pense que du côté de la population, il y a plein de choses qui bougent, que la question elle est plus de savoir côté politique, comment là, effectivement, on peut aller, on peut avoir des choses un peu plus en rupture qui sont proposées, et peut-être que la question des corps intermédiaires est peut-être une manière d'aborder, de rentrer pragmatiquement dans le sujet. Alors, rebondir là-dessus, en termes de méthode. En termes de méthode, alors on a 2 développements à ce jour dans notre petite cervelle. On s'imaginait 2 choses comme développement. Le premier, c'est de mettre de l'économie, comme je le disais, donc de mettre des séries d'investissement, des chroniques d'investissement, parce que ça, je pense qu'un certain nombre de gens dans la salle comprendront qu'à partir du moment où on voit que la contrepartie d'un scénario, quel qu'il soit, c'est tant de milliards dans et si ça représente 20, 30, 40, 50 ou 120% du PIB annuel, ce n'est pas exactement la même vraisemblance qu'on peut accorder au fait que ce scénario puisse se déployer, enfin, ou cet ensemble de scénarios. Et la réponse en ce qui concerne le politique, c'est que un autre développement technique qu'on aimerait bien faire, c'est de transformer ce truc qui est pour le moment une zone, c'est-à-dire le monde, en 2 zones. Parce que le politique, il n'agit pas sur le monde dans son ensemble, il agit sur une zone bien identifiée. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est transformer ce modèle une zone en modèle 2 zones, qui est une zone contre le reste du monde. Et là, la zone sur laquelle, et on pourra traiter n'importe quelle zone dès lors qu'on a les données d'initialisation. Donc dès lors qu'on a toutes les données là, qui peuvent se mettre en 2010 ou en 2011 ou en 2012, ça dépend quand on démarrera la simulation, on pourra faire du 2 zones. Et à ce moment, ça sera intéressant de traiter la France contre le reste du monde, l'Europe contre le reste du monde, etc. Et c'est au droit d'une zone donnée qu'on sera capable de traiter la question de l'influence ou non du monde politique. Voilà. Après, une petite remarque personnelle sur la question des sondages. Quand on fait un sondage auprès d'une population qui ne connaît pas les informations techniques, je ne suis pas complètement persuadé que la valeur du résultat soit très... Je suis sûr que absolument tout le monde confond sobriété et efficacité. Je suis sûr que absolument tout le monde confond tout. Du reste, comme tu le sais très bien pour y avoir travaillé, un sondage de l'ADEME mettait régulièrement en lumière le fait qu'il y a plus de Français qui pensent que le nucléaire fait des effets de serre que de Français qui pensent que le charbon en fait. Donc, c'est un des gags bien connus. Donc, donc ce qu'on peut obtenir aujourd'hui comme opinion émanant de la population est une donnée sociologique intéressante, et intéressante à ce point de vue. Maintenant, pour ce qu'on cherche à faire là, qui est simplement, encore une fois, de la mise en cohérence, la seule déclinaison en termes de méthode, c'est que ça veut dire qu'il y a un scénario supplémentaire qu'on peut regarder, puis on voit ce que ça donne. Voilà, Encore une fois, ce n'est pas une machine à écrire un programme, c'est une machine à expliciter les contreparties quand on a un morceau de l'histoire et pas le reste.
C'est ça l'idée. Je voudrais revenir un instant sur ce que tu disais et ce que je disais. Pour préciser les choses, c'est vrai que le monde n'est pas homogène, mais les pays non plus ne sont pas homogènes. Et donc, c'est pour ça que quand je parlais de taux d'urbanisation, en fait, c'est les catégories de population qu'il faut regarder et analyser. Et je pense que si on fait ça, on peut essayer de sortir au moins une fourchette sur la contrainte à un certain avenir fixé, la contrainte sur l'énergie, de la même façon qu'il y a une contrainte sur les ppm pour pas dériver trop le climat, etc. On peut, il me semble, arriver à une contrainte ou une fourchette sur l'énergie, et il faudrait que les scénarios en tiennent compte, je crois, parce que sinon on est complètement en dehors du monde. Quand on prend je sais pas, un scénario comme il en circule, le WF, etc., sur mondial, ils sont à 2050 à la même énergie primaire qu'aujourd'hui. Et comment ils arrivent à ça? Tout simplement, ils poussent tous les renouvelables, comme ils ne veulent pas le nucléaire et le CCS, ils poussent tous les renouvelables au maximum du curseur, ils rajoutent ce qu'on peut encore consommer en fossile avec émission de CO2, ça arrive à 11 gigatep ou 12 gigatep, ils disent voilà, c'est ça la contrainte, c'est ça qu'on va avoir. Mais c'est complètement, comment dire, à l'envers, c'est un fantasme projeté sur un monde. Mais ce monde-là, il n'existe pas. J'ai juste un tout petit mot à rajouter. Une autre, c'est pas exactement une autre façon de faire, mais peut-être qu'une contrainte, de la même façon qu'en mécanique, un état initial n'est pas défini par juste les coordonnées d'un point, mais c'est un point plus la dérivée. S'il y avait une façon d'inclure non seulement le point où on est maintenant, mais la dérivée, et de prendre ça comme contrainte, peut-être que ça empêcherait ces cassures de pente, là, etc., qui ne sont pas réalistes du tout. Alors, là, le point et la dérivée sont built-in. Parce que, ils sont dedans pour une raison très simple, c'est que pour chaque trajectoire que tu vois là, tu ne décris pas les trajectoires point à point, tu donnes la valeur initiale et ensuite tu décris la forme générale de ce que tu as derrière. Donc l'outil te dit, est-ce que derrière vous avez du linéaire, du constant, de l'exponentiel, de la marche d'escalier, de la gaussienne, etc. Et tu tripatouilles ton curseur, et si tu as envie de prolonger la dérivée, eh bien l'engin te permet. Donc en fait, il est justement fait pour ça. Pour ne pas s'emmerder à avoir les courbes simulées une par une, point par point, qui viennent d'un engin externe. Tout est dans l'outil. Non, il ne prolonge pas automatiquement. Je dis, tu peux, en tripatouillant les curseurs. Non, mais c'est même pas. On s'en fiche, tu as l'aspect graphique de chaque courbe. Donc tu tripatouilles le machin et puis tu regardes voilà. Et si tu mets une contrainte logicielle pour que la dérivée soit respectée, ça te fait un truc de programmation supplémentaire qui va t'alourdir le machin. Il suffit de le faire visuellement, hein, c'est très simple. Hein, voilà. Donc tu remplaces le tableur par un bout de cervelle. La deuxième remarque sur le VVF, ce que va permettre de faire cet engin, c'est que tu prends le scénario d'offre du VVF, tu peux le coller là-dedans. Et quand on aura notre contrepartie économique, tu dis ça fait tant de milliards. Point. Derrière, tu dis si tu veux que le MES soit nul, parce que s'il y a du MES, ça veut dire que tu as eu une crise. C'est très simple. Ça, c'est un truc qu'Aurélien a oublié de dire. MES égale crise. Pourquoi MES égale crise? Parce que ça veut dire que l'outil productif de la société n'est pas capable de répondre à ce que la société voudrait. Ça veut dire que l'ajustement est involontaire et donc c'est une crise. Un ajustement involontaire procède d'une crise, hein, nécessairement. Donc, dès que tu as MES, ça veut dire que tu auras crise. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'engin, et ça va être quelque chose aussi qu'il va falloir méthodologiquement définir, c'est à partir de quel pourcentage de MES par rapport à ton offre d'énergie, tu considères que la suite du scénario n'a plus aucun intérêt parce que de toute façon, tes lois d'évolution auront changé. Hein, ça va être ça. Donc, c'est un truc à échéancer les crises en fonction, ou les grosses crises, on va dire, en fonction des hypothèses que tu peux faire sur les stocks physiques, les déploiements de ceci et cela. D'accord? Tu dis, passé telle date, de toute façon, je sais qu'il ne se passera pas ce que je suis en train de décrire, il se passera autre chose, je ne sais pas quoi, parce que le truc aura connu un réajustement brutal. Alors, je reprends le VVF. Si tu veux que ça corresponde à un monde sans crise, parce que je ne pense pas que le VVF pour de la guerre, à ce moment, tu dis, voilà les vitesses auxquelles doivent baisser les consommations finales unitaires. Et comme on aura aussi mis des chroniques de capitaux derrière ce truc-là, c'est-à-dire quand tu passes une bagnole de 6 litres à 5 litres, et ben ça représente tant par voiture, quel que soit le moyen que tu mettes derrière, hein, tu remplaces, tu passes chez le garagiste qui fait des bidouillages géniaux, on s'en fout. Hein, voilà. Eh bien, ça te donne la quantité totale de milliards dont tu as besoin pour que le scénario puisse se réaliser. C'est un élément du débat.
Si ta quantité totale de milliards représente 150% du PIB vraisemblable à cette date, c'est que tu as un vrai sujet. Si ta contrainte de milliards en représente déjà 50%, alors qu'aujourd'hui, les investissements cumulés dans l'ensemble de ce truc-là t'en représentent 35%, eh ben, tu sais que tu vas devoir supprimer 15% de consommation dans les chemises et les petites cuillères. Donc tu vois, c'est un engin, encore une fois, à expliciter des contreparties. Ça ne dira pas, le scénario du VVF est un scénario illogique. Non, ça ne dira pas ça. Ça dira, la seule chose que ça pourra dire, c'est la première loi de la thermo n'est pas respectée. Alors ça, on est sûr que c'est impossible. Mais sinon, ça te dira juste, la contrepartie, la voici. Et ça permettra au débat public, parce que c'est bien ça le sujet, de prendre place sur des bases qui sont plus complètes. Encore une fois, aujourd'hui, les scénarios sont souvent très partiels. Et pas plus tard que vendredi, pas dernier, mais celui d'avant, il y avait un colloque organisé par l'AFEP et le Cercle de l'Industrie, là, où j'ai entendu, alors ça m'a bien fait rire compte tenu des gens qui l'ont dit, pardon, non, ça c'est une remarque un peu méchante, mais j'ai entendu Bateau et Tubiana se plaindre toutes les deux du fait que comparer les scénarios était un exercice impossible. Bon, ton tact. Est-ce qu'on peut remettre les 4 conclusions ? Je voudrais essayer de recadrer l'exercice auquel vous vous livrez un peu dans l'histoire des études de scénarios dans l'industrie énergétique. D'abord, il est bon de rappeler que si ça s'appelle Rojolito, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ça correspond au nom de l'animateur de quelque chose qui a été fait il y a 3 ans par EDF, où il y a eu 1 an et demi de travail, pour essayer de répondre aux mêmes questions, et c'était donc Bernard Rogeot, qui est mort après, qui avait initié ça. Mais en fait, ça remonte très très loin. Ça remonte au début des années 70, quand Pierre Wack, pour la Shell, a été l'inventeur de ça, et je l'ai rencontré à l'époque, etc. Moi, j'étais en début de carrière chez Total, et on s'intéressait aussi à ça. Et curieusement, d'ailleurs, les 2 groupes ont pris des approches assez différentes. Shell, les scénarios, et ils l'ont poursuivi pendant 30 ans. Hein. On a eu avec des beaux noms exactement, sauf qu'il y en avait 2 au lieu d'en avoir 4. Et chez Total, on avait cru au Graal, l'arme absolue. On s'est dit, ça, on perd son temps. Il faut avoir un meilleur outil de prévision des prix que les autres. Et là, tu deviens forcément le plus riche assez vite. L'un comme l'autre, on a assez largement échoué. Nous, on avait mis, alors, les plus gros ordinateurs disponibles à l'époque, hein, ça devait être un contrôle de la tâche, je ne sais pas quoi, 6600, 15 types tout à fait haut de gamme, du normal sup, des corps des mines, etc. Enfin, on avait mis le paquet. Hein. Évidemment, ça ne donnait jamais le prix. Donc, on a abandonné au bout de 7 ou 8 ans. Hein. Ce qui reste, ça, c'est un produit au fond de Shell amélioré. Et ce qui frappe, évidemment, c'est que sur 3 scénarios, on a quand même le phénomène qui a été décrit par quelqu'un derrière, un espèce de point de rupture au point présent, qui est toujours mauvais signe, qui effectivement prouve qu'on n'a pas la dérivée au temps présent. Et dans ces 3, on plafonne à 12 gigatep, ce qui évidemment est un cas d'école. Et puis l'autre, il n'y a pas de limite, on sait qu'il y en a, qu'il y a des contraintes, donc on peut pratiquement l'oublier. Hein. Donc il ne reste plus que les 3 là-haut qui sont effectivement des instruments. Et le problème, c'est est-ce qu'on peut nourrir de façon réaliste ces instruments? Eh bien, j'ai peur que non. J'ai peur que non, pourquoi? Parce qu'en 1998, le patron de Total, je travaillais chez Total, m'a dit « Vous avez 1 année pleine pour réfléchir comme ça, nous dire est-ce qu'on est capable de décrire l'avenir ou des avenirs ?» J'ai passé l'année. En fin d'année, j'ai publié le résultat et j'étais arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas, en tout cas à l'époque, c'est pas si vieux, qui était beaucoup plus fructueux de faire le scénario le plus probable auquel on croyait. En reprenant tous les éléments qui construisent, le nombre de bagnoles, les mètres carrés de logement, les consommations unitaires, les productions possibles de chaque source dans des limites de prix de revient acceptables, etc., et que une vision de l'avenir, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux. Le reste, on se perdait dans une forêt. Et je n'ai pas changé d'avis. En clair, ce truc que j'ai publié en 1998 en 6 langues, donc ça a été publié dans des tas de revues à droite à gauche, y compris en arabe et en russe, aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis.
C'est-à-dire que je vois 2050 et 2100 comme j'ai décrit à l'époque. Et à l'époque, j'avais dit, on va vers un pic en 2020 à 100 millions de barils jour. Alors maintenant, je dis, ben, c'est 2020 plus ou moins 5 ans, 100 millions de barils jour plus ou moins 5. En clair, d'approfondir très très profondément une vision m'a paru plus fructueux et le résultat, 15 ans après, reste bon.